Nicolas Verken, l'OIF, un instrument au service de la France, êtes-vous d'accord? Malheureusement, c'est ce que la France essaie de faire. Si on regarde la réalité de la communauté francophone, sociologiquement et économiquement dans le monde, malheureusement, ce sont des populations qui, dans leur majorité, sont plus pauvres, plus vulnérables que le reste de la population mondiale, au Sahel notamment, mais pas que. Aujourd'hui, sur un peu plus de 500 millions de francophones, on en a 70 millions qui ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. On a un francophone sur 3 dans le monde qui n'a pas accès à une eau sûre et un francophone sur 6 qui souffre de la faim. Donc la francophonie, ça devrait aussi être une question de solidarité et de responsabilité collective pour aider ces populations. Et là, sur le cas du Sahel en particulier, on voit bien qu'il y a une montée en épingle des vacheries diplomatiques, pour diverses raisons, des deux côtés, de part et d'autre. Et derrière, ce sont les populations civiles et les sociétés civiles de la région qui vont trinquer. Parce que la réponse de la France, c'est globalement de couper son aide publique au développement, moins 25% en 2 ans. On coupe le robinet de la solidarité et de la responsabilité internationale. Et en plus, on coupe toute relation avec les acteurs de la société civile de ces pays qui font face à des transitions démocratiques ou des arrêts de transition démocratique particulièrement difficiles. C'est justement le moment où il faut aider ces acteurs démocrates qui vont faire vivre les valeurs de la francophonie dans des contextes difficiles. Cette semaine, Oxfam a dénoncé l'hypocrisie de la France sur sa politique d'aide au développement, entravée par des groupes budgétaires. De quelle hypocrisie parlez-vous ? C'est ce que j'évoquais à l'instant, c'est que d'un côté, on invite des chefs d'État dans un beau château pas loin de Paris. Dans Paris, on va avoir, je pense, des très beaux menus et des très grands crus qui vont leur être servis. Comme je le disais, certains de ces chefs d'État sont plus ou moins légitimes et recommandables. Et dans le même temps, on oublie complètement la réalité humaine et sociale de la francophonie. Si on parle du Sahel, c'est la région du monde où l'insécurité alimentaire repart le plus à la baisse, où il y a une insécurité physique des populations, une dégradation des conditions démocratiques, une dégradation extrêmement rapide de la situation économique. On a une épée de Damoclès de la dette détenue par l'ensemble des créanciers, y compris la France, y compris les banques françaises. Cette région est au bord de la banqueroute. Et on ne peut pas, parce qu'il y a eu à un moment des ruptures diplomatiques, on ne peut pas renoncer à l'effort de solidarité avec les populations de ces régions, qui, qu'on le veuille ou non, au-delà de leur proximité géographique, nous avons des liens socio-historiques profonds. Regardons la réalité des relations, de la présence des diasporas maliennes, nigériennes, burkinabées en France. On ne peut pas renoncer à maintenir un dialogue avec ces sociétés. Blaise Ndala, Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, assume que c'est une organisation politique, que l'OIF est une organisation politique plus que culturelle finalement. Blaise Ndala, est-ce que vous m'entendez ? Monsieur Ndala, vous m'entendez ? Petit souci de connexion, je vais me tourner vers vous du coup. Vincent Hugeux, la secrétaire de l'OIF, qui assume que c'est une organisation politique plus que culturelle finalement. Alors, ce qui est là aussi un peu paradoxal dans les propos de Louise Mushikiwabo, c'est qu'elle reconnaît que l'influence de l'OIF sur les crises en cours est modeste, je la cite, mais que, grosso modo, l'organisation peut faire avancer les choses. Mais prenons un exemple très simple. Les tensions récurrentes et aiguës entre la République démocratique du Congo et le Rwanda aujourd'hui. Bon, ça va être, ce sommet, l'occasion pour Emmanuel Macron de voir, alors séparément, le président rwandais Paul Kagame, le président congolais Félix Tshisekedi. Mais en réalité, les acteurs de ces tentatives laborieuses de rapprochement, c'est plutôt l'Angola. Alors, il faut reconnaître à la France le mérite d'apporter son écho à cet effort, mais il n'en demeure pas moins que ce n'est pas l'OIF qui est actrice. Et n'oublions pas que Louise Mushikiwabo, il n'y a pas si longtemps, était la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, donc elle n'est pas dans la posture la plus confortable. Donc ça fait partie un peu de cette perplexité. Prenez, je reprends le cas de la Guinée une demi-seconde. Vous avez quand même deux opposants, Fonike Mangué et Biloba, qui sont portés disparus depuis le 9 juillet. Oui. Les autorités locales de la junte prétendent qu'on ne sait pas où ils sont. C'est pas non plus un très bel exemple. Et puis, encore une fois, dans cette sorte d'équivoque que je mentionnais tout à l'heure,
vous avez par exemple un pays comme le Ghana, qui va passer du statut de membre associé au membre de plein droit. Très bien. Bon, on sait que le président Nana Akufo-Addo est un francophile. Enfin, il y a 1% de la population du Ghana qui parle le français. Donc, au fond, c'est quoi l'objet? Alors, si on veut être un outil politique, il faut avoir les moyens de ses ambitions. Et à l'évidence, la secrétaire générale elle-même admet que, encore une fois, je la cite, l'influence de l'OIF est modeste. Et politique, donc, Vincent Hugeux. On vient de retrouver la connexion avec Ottawa. Blaise Ndala, si l'OIF est une organisation politique, comme vient de le dire Vincent Hugeux, pourquoi ne prend-elle pas position aussi clairement que l'ONU sur les tensions entre la RDC et le Rwanda, par exemple? Ah, ça, c'est la bonne question. En tout cas, j'ai manqué les 4 dernières minutes. Mais ça, c'est une question qui est centrale dans les rapports, justement, entre la France et l'Afrique et la manière dont ces rapports peuvent impacter, pour utiliser un anglicisme, les relations entre l'OIF et les pays africains, dans ce cas-ci la RDC. Parce que, en l'occurrence, je pense que là où la France a commis ce que je considère comme une erreur stratégique, mais qui, finalement, répond à cette volonté des puissances, c'est en essayant d'utiliser le poste de secrétaire général de l'OIF comme une variable d'ajustement dans ses rapports tumultueux avec Kigali. Un pays, comme on le sait, qui a menacé en 2008 de claquer la porte de l'OIF, qui est allé au Commonwealth et qui a dégradé le français comme langue d'enseignement. On est allé chercher cette secrétaire générale qui fait peut-être un bon travail au quotidien, je n'en sais rien, mais dont les prises de position ne sont pas celles qu'on attend de la première fonctionnaire internationale d'une OI, d'une organisation internationale. Donc c'est quelqu'un qui s'est aligné sur les positions rwandaises dans le conflit qui oppose ce pays à la RDC. Et ça, elle l'assume très clairement. Mais ça, c'est parce que, à un moment donné, l'Élysée a choisi, pour satisfaire Kagame, d'aller chercher son ancienne ministre des Affaires étrangères et lui confier cette responsabilité qui fait d'elle, en réalité, le porte-voix de Paris davantage que la fonctionnaire internationale qui ne serait pas le visage de son pays d'origine, mais de l'organisation en tant que telle. Mais un détail qui me paraît assez important, si vous me permettez de prolonger sur cet aspect, c'est aussi le fait que beaucoup des griefs qui sont faits aux pays africains, notamment ceux qui ont essuyé les suspensions dans les dernières années, pourraient être opposés aux pays du Nord, de l'espace francophone, à commencer par la France. La déclaration de Bamako du 3 novembre 2000, d'où vient le fondement justement de ces mesures, est opposable aux pays du Nord. Mais quand on voit les reculs, que ce soit en termes de protection des droits des migrants, qui sont pourtant enchâssés dans cette déclaration, quand on voit le recul des droits démocratiques, des expressions des libertés, dans des pays comme la France, mais également les difficultés à la mobilité des étudiants de manière générale, aussi bien en France, au Canada, en Belgique qu'ailleurs, toutes ces décisions politiques qui sont en porte-à-faux avec ces déclarations ne donnent pas du tout lieu à une prise de position claire au niveau de l'OIF. Parce que ce sont effectivement des pratiques qui ont été entérinées comme étant de moyens de punir en fait le pays d'Afrique francophone. Et ça, derrière, c'est cette vision qui peut être appuyée par un certain nombre de faits, un certain nombre de décisions. Je citerai la loi sur l'immigration, je citerai le retour des charters à Mayotte contre les ressortissants de la RDC qui vont être reconduits aux frontières. Oui, décision qui a été prise aujourd'hui par le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. On va poursuivre.